bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Deux marins sont toujours portés disparus après le naufrage de leur bateau de pêche hier matin au sud de Belle-Île-en-Mer. Le caseilleur s'est échoué sur des rochers et a été retrouvé vide. Les deux pêcheurs, âgés de 48 et 52 ans, sont originaires de l'île d'Ouate, où l'émotion est très forte parmi les 270 habitants. Ce sont des amis. Tragique, on n'en revient pas, ça nous comment dirais-je, ça nous émeut et ça n'arrive pas souvent, quoi. Donc heureusement d'ailleurs, et donc on est d'autant plus avec des marins aguerris. Les recherches ont été arrêtées ce matin, il reste peu d'espoir de retrouver les pêcheurs vivants. Un conseil, levez le pied ce week-end sur la route. Le pont de l'Ascension est généralement l'un des plus meurtriers de l'année. Aussi, afin d'éviter les accidents, les contrôles sont renforcés. C'est le cas notamment sur l'autoroute A16 dans le Nord, un département où 32 personnes sont mortes sur les routes depuis le début de l'année. Contrôle de police. La police effectue un contrôle de routine sur l'A16 près de Dunkerque. Ce routier tchécoslovaque manque d'un permis de transport. Il repartira avec une amende de 750 €. Ce conducteur, lui, a été flashé à 130 km/h au lieu de 110. Mais sa femme prend la nouvelle plutôt bien. C'est une bonne chose parce que pour le contrôle de la route, on voit tous les accidents qu'il y a sur la route, tous les délits qu'on voit, ça n'arrange personne. Si on peut avoir plus de contrôle, si on peut, moi ça ne me dérange pas. Personnellement, je ne suis pas en colère parce que je dis à mon mari, c'est rare que ça lui arrive, mais ça lui est arrivé aujourd'hui, il a compris. Ce week-end, les contrôles de police sont renforcés. La période de l'Ascension est l'une des plus accidentogènes de l'année. En cause, l'augmentation du nombre de véhicules sur les routes. Sur l'autoroute A16, depuis le début de l'année, ont eu lieu 57 accidents. Et sur ces 57 accidents corporels, 43 poids lourds étaient impliqués. Quand on sait que le nombre de poids lourds représente 25% des usagers empruntant cette voie, on peut présumer qu'il y a un problème avec les poids lourds, notamment en ce qui concerne le respect de la réglementation sociale. Depuis janvier dernier, 32 personnes ont trouvé la mort sur les routes du Nord, 20 dans le Pas-de-Calais. La majorité des victimes se trouvaient sur des véhicules légers, motos, vélos, cyclomoteurs et même piétons, souvent des adultes âgés de plus de 24 ans. Une histoire incroyable survenue en Haute-Saône, près de Vesoul. Une jeune femme a été contrainte d'accoucher à domicile, la maternité l'ayant renvoyée chez elle, malgré de fortes contractions. La petite Elena a vu le jour sur le carrelage du salon, avec l'aide de son papa et de sa grand-mère. Elle s'appelle Elena, elle est née le 9 mai dernier dans la salle à manger de ses parents. Drôle d'endroit pour une naissance, mais Laetitia, sa maman, n'a pas eu le choix. Arrivée à la maternité du centre hospitalier de Vesoul vers 1 h du matin, elle en est repartie 12 heures plus tard, malgré des contractions très rapprochées. Les propres mots de la sage-femme sont « Est-ce que vous voulez rentrer chez vous ?» Et je lui ai dit « Ben non, apparemment vous aviez dit que vous me gardiez. » Et elle m'a dit, il n'y a pas de raison, ça ne sera pas pour maintenant. Je ne savais pas quoi faire en fait, je ne savais pas s'il fallait que je rentre, mais bon, je n'avais pas le choix. Quand on vous dit vous allez rentrer, ça ne sert à rien qu'on vous garde, on rentre. Et à peine rentrée, la jeune femme, qui a déjà 2 enfants, sent bien que son bébé est sur le point de naître. Son mari a tout juste le temps d'appeler les pompiers avant de devoir prendre les choses en main avec sa belle-mère. On a mis une couverture par terre, je l'ai aidée à se mettre assise par terre, puis elle s'est couchée. Et puis donc, son mari l'a aidée aussi à faire la respiration. Bon, au début, elle paniquait, c'est vrai, elle avait peur. Ben, moi, je n'étais pas trop rassurée non plus. Je me disais comment ça va se passer. Et puis, après, une fois que le bébé a passé la tête, bon, ben, j'ai eu peur plutôt pour le bébé après. Mais bon, ça s'est bien passé. Elle a poussé 2 fois, le bébé était là. Une jolie petite fille de 3,9 kg en parfaite santé qui devra encore attendre une dizaine de minutes avant de voir arriver le SAMU. C'est pas normal en fait. On se dit que ça aurait pas dû se passer comme ça. C'est pas comme ça que ça aurait dû se faire. Donc un petit peu en colère, mais le principal c'est que tout va bien.
Aujourd'hui, la direction de l'hôpital affirme que c'est la future maman qui a demandé à rentrer chez elle, mais n'a pas souhaité confirmer cette version devant notre caméra. Les parents d'Elena, quant à eux, ne porteront pas plainte. Ils ont décidé de tourner la page et de profiter pleinement des premiers jours de leur petite fille. Une maison sera bientôt mise en vente à Nantes. Idéalement placée en plein centre-ville, elle risque pourtant d'avoir du mal à trouver un acquéreur. Et pour cause, elle appartient à la famille Dupont de Ligonnès, dont la mère et les 4 enfants ont été assassinés en avril 2011. Des meubles, des objets, des effets personnels. Depuis mercredi, une entreprise mandatée par un huissier vide la maison du 55 boulevard Schumann à Nantes où vivait la famille Dupont de Ligonnès. Tout doit être transporté dans une déchetterie. Les propriétaires veulent ainsi récupérer leurs biens pour une probable mise en vente. Une vente qui risque d'être compliquée. Non, je pourrais pas acheter, c'est pas possible. Il y a trop de mauvais souvenirs dans cette maison. Il s'est passé quelque chose de sordide, d'atroce, donc non. C'est trop emprunt à du noir, du macabre. Non, c'est impossible. Tout ce qu'il y a pu y avoir, même si c'est du passé, si c'est purement matériel d'une certaine façon, j'imagine pas effectivement habiter dans cette maison-là avec le passé qu'on sait de ce qui s'est passé il y a un an dans cette maison. En avril 2011, le corps d'Agnès Dupont de Ligonnès et ceux de ses 4 enfants sont retrouvés dans le jardin de la maison. Le père de famille, lui, a pris la fuite et reste introuvable depuis plus d'1 an. Si la maison, théâtre de ce quintuple meurtre, est vendue, le Code civil ne prévoit aucune obligation de dire ce qui s'est passé ici à d'éventuels acquéreurs. Il n'existe aucune obligation d'information de la part du vendeur, de son propriétaire ou même de l'agent immobilier qui sera chargé de cette vente, d'informer les acquéreurs du passé et de la catastrophe qui a eu lieu dans ces murs. Mais je crois que la déontologie impose à tout professionnel intervenant, quel qu'il soit, agent immobilier, notaire ou propriétaire, d'informer son acquéreur. La vente à un particulier semble donc difficile tant le drame est encore présent dans les esprits. Mais la rumeur parle d'un promoteur immobilier qui serait intéressé par l'achat de cette maison nantaise de 3 étages, estimée à près de 400 000 €. Des touristes obligés de porter eux-mêmes leur canoë vers un parking après une descente. C'est la réalité à Saint-Martin d'Ardèche. Les loueurs et la municipalité sont en conflit sur l'utilisation d'un débarcadère. Les professionnels du tourisme n'acceptent pas les conditions de la mairie. Le conseil général est obligé de jouer les médiateurs. L'enjeu principal, c'est l'accueil des touristes qui viennent au week-end de l'Ascension pour pratiquer le canoë. Et c'est vrai que les conditions d'accueil aujourd'hui ne sont pas très bonnes et que pour l'image de l'Ardèche, on préférait avoir une résolution de ce conflit qui dure depuis déjà quelques années. Pour la loi, les loueurs utilisent de façon commerciale le domaine public et doivent payer une redevance. La mairie demande 75 000 € aux 34 loueurs de canoë du secteur et c'est notamment ce montant qui fait débat. C'est assez extraordinaire, c'est un espèce de petit tapis volant qui vole à plus de 40 mètres au-dessus de l'eau. Ce tapis volant, c'est l'hydroptère, le trimaran le plus rapide de la planète, imaginé par Éric Tabarly et Alain Thébault. En rade de la Ciotat, ce voilier hors norme a survolé les flots à plus de 80 km/h et des premiers essais de bon augure avant de partir pour la Californie. Au départ de Los Angeles, Yves Parlier et ses 4 coéquipiers tenteront de battre le record de traversée du Pacifique détenu par Olivier de Kersauzon, 4 jours et 19 heures. François Hollande poursuit sa première visite en tant que chef d'État aux États-Unis. Il est arrivé hier soir à Camp David pour participer au sommet du G8. Auparavant, il s'est entretenu avec le président américain Barack Obama. C'était la première rencontre entre les deux hommes. Et François Hollande n'est pas venu les mains vides. Il a apporté des cadeaux en provenance de Corrèze pour Michelle Obama. Pour ses premiers pas sur la scène internationale, François Hollande n'a pas oublié la Corrèze. Dans ses bagages, des produits Sotis et un sac Le Tanner, le tout pour Michelle Obama. Une belle reconnaissance et un sacré coup de pub pour ces fleurons du luxe made in Corrèze. Merci Valérie Trierweiler, car c'est bien à la première dame de France que le département doit cette initiative. C'est elle qui a pris l'initiative d'envoyer des collaborateurs de l'Élysée à notre institut avec des instructions déjà un petit peu précisées. Mais enfin, je peux quand même vous révéler que d'abord, elle aura des champignons de Corrèze, des bolets corréziens dont nous avons extrait certains actifs. Et ces actifs sont dans une ligne hydratante, antiradicalaire, qui s'appelle Hydradvance.
Une fierté pour le PDG, pour ses 250 salariés corésiens et pour les instituts qui ont déjà adopté la marque. C'est vrai que Sotis, c'est vraiment la marque cosmétique de Corrèze. Donc ils pensent à cette gamme pour vraiment nous faire connaître la Corrèze aux États-Unis. Nous sommes vraiment très très fiers. Côté maroquinerie, en revanche, impossible d'en savoir plus sur le fameux sac Le Tanner, même si dans les boutiques spécialisées, chacun y va de sa petite idée. Mon préféré, je pense vraiment sur un sac qui est un Vicky tressé, qui montre le savoir-faire justement de Le Tanner, donc puisqu'on voit ici le travail qui a été fait avec le cuir, et c'est vrai que je la vois bien, c'est une femme qui est assez grande, élégante, et je la vois bien le porter, voilà. Le bras de Michelle Obama, une consécration pour le maroquinier de Beurre-les-Orgues, à un détail près, les ateliers corésiens ne fabriquent que de la petite maroquinerie, les sacs, eux, sont assemblés en Inde. Ce soir, partout en Europe, de très nombreux établissements culturels seront ouverts à l'occasion de la 8e nuit des musées. L'an dernier, plus de 2 millions de personnes avaient participé à l'événement en France. Les musées organisent souvent des visites atypiques, comme ici à Gap. Au commencement étaient les ténèbres, que la lumière soit et la lumière fut. Dans ce clair-obscur, des photographies de gravures rupestres sont projetées au mur. Musiciens et danseurs sont en harmonie pour la nuit des musées. Il nous semblait important de travailler avec une compagnie de danse, donc la compagnie Tramaluna, et de l'associer parce qu'il travaille donc sur la lumière, sur les ombres, sur le déplacement. Et il est vrai que quand on regarde une gravure rupestre, la lumière est un facteur très important. L'art rupestre, c'est l'art de graver dans la roche pour laisser une trace de notre passage sur Terre. Ainsi, les cupules sur cette pierre préhistorique peuvent représenter une constellation. Avec cette manifestation, ces artistes ont tenté de créer une passerelle entre passé et modernité. Comment transfigurer d'abord ces gravures, puis ces photos, puis en chorégraphie. Donc la musique finalement est une 4e couche qui se rajoute à tout ça. Et après, essayer de s'immerger dans ce que peut être ces témoignages du passé et comment le retransposer avec une technique moderne, notamment avec des machines qui amplifient le violon, qui est enregistré en direct, démultiplié, et on se retrouve avec un petit orchestre à cordes alors qu'il n'y avait rien de préenregistré en amont. Exposition et spectacle de danse dans la magie de la nuit au Muséum départemental des Hautes-Alpes. Et à Lyon, les soirées sont également festives. En ce moment, les nuits sonores battent leur plein et se poursuivent jusqu'à dimanche. Ce grand festival de musique électro met en avant des talents venus du monde entier. De Bamako à Prague, la musique n'a pas de frontières. Lyon vibre au rythme des percussions africaines. Du balafon et du vibraphone amplifié, Bamako, première étape du parcours électronique des nuits sonores. Démonstration est faite, les musiques du monde sont solubles dans l'électro, sans perdre leur âme. L'aspect de la trance dans la musique africaine en général, et du mandingue en particulier, elle est présente dans l'électro aussi, donc voilà, c'est par ces ingrédients et ces choses communes que le lien se fait en fait. J'ai vraiment aimé ce mélange justement entre le balafon et le vibraphone. Lanciné, lui, vient vraiment de la musique traditionnelle. C'est un enfant de la balle. Sa maman a été une des plus grandes chanteuses du Mali, Siramori Diabaté. Son père l'accompagnait du balafon, donc lui, il est vraiment tombé dedans. C'est le Obélix du balafon. Le circuit électronique, c'est près de 100 DJ partout dans la ville. 15 électropoles du monde sont à l'honneur. Ibiza, Berlin, Francfort, Pula et Prague pour une rêve de l'Est avec les icônes du dance floor tchèque. Mais pas de résonance particulière dans l'électro made in Prague. Nous, on est influencés par les musiques d'Europe de l'Ouest, d'Angleterre ou de Hollande. Si vous regardez la musique électro tchèque, la production tchèque, en fait, il n'y a rien de spécial. Une originalité tout de même, un DJ vidéo, on dit un VJ.
Moi je travaille avec le DJ, j'écoute sa musique, je vais au fond de sa musique et ce que j'entends je le traduis sur l'écran en temps réel. La musique électro, un phénomène mondial, Lyon en est sa capitale jusqu'à dimanche. Tout de suite, votre édition des initiatives.